Bonsoir, bonsoir. J'espère que ce soir vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes attentifs pour la suite du sous-sol interdit. Rappelez-vous brièvement l'histoire, c'est qu'il y a un papa qui est un docteur Brouwer, que son nom de famille me prend bien la tête. Il fait des expériences dans son labo, qui est à la cave, et ses enfants n'ont pas le droit d'y pénétrer, Jane et Michael. Malgré ça, ils y sont quand même allés avec une amie, Diane, Diana aussi, les deux prénoms sont toujours cités. Et ils y ont vu des choses bizarres. Et comme il faisait assez chaud, style température tropicale, Michael a enlevé son t-shirt et l'a oublié dans la cave quand leur père est arrivé. Donc il est descendu aller le récupérer. Mais sa sœur s'impatientait de plus en plus, se demandait pourquoi il ne remontait pas, et elle avait décidé d'aller voir pourquoi, ce qui retenait son frère. Et on s'était laissé là. Donc nous allons continuer. C'est parti pour la suite. Comme d'habitude, vous savez, je vous souhaite une bonne écoute. Michael dévala les escaliers, prenant appui sur la rampe afin de descendre 2 marches à la fois. Il atterrit brusquement sur le plancher et se rua vers la pièce où se trouvaient les plantes. S'arrêtant sur le pas de la porte, il attendit quelques secondes que ses yeux s'habituent à la lumière vive et brillante des halogènes. Il prit une grande inspiration et la retint. Il faisait si chaud, si moite. Sa nuque lui faisait mal. Il aperçut son t-shirt sur le sol à 1 mètre d'un grand arbre feuillu. Ce dernier semblait se pencher vers le vêtement. Ses longues lianes pendaient et s'enroulaient autour du tronc. Michael entra, hésitant. Pourquoi ai-je si peur? Ce n'est qu'une pièce remplie de plantes. Pourquoi ai-je l'impression qu'elles m'observent, qu'elles m'attendent? Ils sont voulus d'être si effrayés et avança. Soudain, il entendit le bruit. À nouveau, la respiration lente et régulière. Ni trop forte, ni trop faible. Qui pouvait bien respirer? Ou plutôt, qu'est-ce qui pouvait respirer? Michael regarda son t-shirt par terre. Il était là. Il suffisait de le ramasser et de remonter à toute vitesse. Qu'est-ce qui l'en empêchait? Il fit un pas, puis un autre. Était-ce une idée ou le bruit de la respiration s'intensifiait-il? Il sursauta. Un gémissement sourd provenait de l'intérieur du placard. On dirait qu'il y a quelqu'un dedans et qu'il gémit de douleur, pensa Michael. Où es-tu? La voix de Jane semblait très lointaine. Ça va, j'arrive, lui répondit-il. Pourtant, il savait que Jane n'avait rien entendu. Ses paroles avaient été murmurées malgré lui. Son t-shirt ne se trouvait qu'à 3 mètres. Une autre plainte s'échappa du placard. Une plante soupira. Une grosse fougère s'inclina, remuant ses larges feuilles. « Michael ?» C'était la voix de sa sœur, de plus en plus inquiète. « Michael, dépêche-toi !»« J'essaye, mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui me retient ?» Il fit 2 enjambées et s'accroupit, les bras tendus. Le t-shirt était presque à sa portée. Il entendit un râle, puis d'autres bruits de respiration. Levant les yeux vers un grand arbre, il crut voir ses lianes bouger, mais il n'en était pas sûr. Pourtant, il se rappelait qu'il y a quelques instants, elles pendaient mollement. Maintenant, elles étaient rigides. Prêtes à l'agripper? « Michael, vite !» s'aperçut Jane. Michael se taisait. Il se concentrait sur le t-shirt. Encore quelques centimètres. La plante gémit de nouveau. « Michael ? Michael !» Les feuilles frémirent le long du tronc. « Michael, est-ce que ça va? Réponds-moi !» Il saisit son t-shirt. Soudain, 2 lianes s'enroulèrent autour de sa taille, tels des serpents. « Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi !» Tenant son t-shirt d'une main, il saisit les lianes de l'autre. Mais elle ne lâchait pas prise. Au contraire, elle resserrait doucement leur étreinte. « Jane !» tenta-t-il d'articuler. Aucun son ne sortit de sa bouche. Remuant dans tous les sens, il essayait de se dégager. Puis, d'un brusque mouvement, il se propulsa vers l'avant. Sans résultat, les lianes n'essayaient pas de l'étrangler. Non, elles tenaient bon, c'est tout. Michael les sentait chaudes et humides contre sa peau nue. On aurait dit des pattes d'animaux. « Au secours !» essaya-t-il de crier. Il fit une nouvelle tentative pour se libérer en se penchant brutalement, en vain. Alors, il se baissa et roula par terre afin de desserrer l'étau. Rien n'y fit. La plante poussa un profond soupir. « Lâchez-moi !» supplia Michael en retrouvant enfin sa voix. Soudain, il vit sa sœur. Elle était là, debout, tout près de lui. Il ne l'avait pas entendu descendre, ni vu entrer dans la pièce. « Michael, qu'est-ce que... »
Elle ne put terminer sa phrase. Bouche bée, elle écarquillait les yeux. Elles ne veulent pas me lâcher. Non, hurla-t-elle. Saisissant l'une des lianes de ses deux mains, Jane tira de toutes ses forces. La liane résista un moment, puis céda. Les autres cédèrent à leur tour. Michael se libéra en poussant une exclamation de joie. Jane attrapa son frère par la main et l'entraîna vers l'escalier. « Oh » firent-ils en chœur. Ils s'immobilisèrent. Tout en haut des marches, M. Brouwer les regardait, furieux, les poings serrés, le visage crispé par la colère. « Les plantes » laissa échapper Jane. Le docteur Brouwer ne sourcilla pas. Son regard demeurait glacial. « Elles ont agrippé Michael » continua Jane. « Je suis tout simplement descendu récupérer mon t-shirt » expliqua Michael, tremblant. Les deux enfants levèrent les yeux vers leur père. Il espérait que son visage s'adoucirait un peu, qu'il desserrerait les poings, qu'il parlerait enfin. Mais il se taisait. Son silence leur parut durer une éternité. « Vous allez bien » se décida-t-il enfin à demander. « Oui » répondirent en chœur les deux enfants, soulagés. Jane constata qu'elle tenait toujours la main de son frère. Elle la lâcha et attrapa la rampe. « Vous m'avez beaucoup déçu » dit froidement le docteur Brouwer. « Désolé » s'excusa Jane. « Nous n'aurions pas dû. »« Nous n'avons touché à rien, je te le jure, promit Michael. »« Vraiment, beaucoup déçu » continuait leur père. « Pardon, papa. » Le docteur Brouwer leur fit signe de monter, puis se dirigea vers le hall. « Je croyais qu'il allait nous punir » murmura Michael en suivant Jane dans l'escalier. « Ce n'est pas son genre » remarqua sa sœur. Ils suivirent leur père dans la cuisine. Là, il les invita à s'asseoir à la table, puis il se laissa tomber sur une chaise. Son regard allait de l'un à l'autre, comme s'il les voyait pour la première fois. Son visage n'exprimait plus rien. Aucune émotion ne transparaissait. « Papa, qu'est-ce qu'elles ont, ces plantes ?» questionna Michael. « Que veux-tu dire par là ?»« Elles sont si bizarres. »« Je vous expliquerai tout ça plus tard, » annonça-t-il en les observant, toujours impassible. « Ça semble super intéressant, » ajouta Jane en faisant attention de choisir les termes appropriés. « Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi je me sens si mal à l'aise ?» Elle ne reconnaissait plus son père. D'ailleurs, il était direct et franc. Lorsqu'il était fâché, il le faisait savoir. Pourquoi ne montrait-il rien de ses sentiments? Pourquoi était-il si étrange, si ténébreux, si froid? « Je pensais vous avoir demandé de ne pas descendre au sous-sol, » dit-il calmement en croisant ses jambes et en se balançant sur sa chaise. « Je croyais avoir été clair. » Les enfants se regardèrent. « Nous ne le ferons plus, » jura Jane. « Mais peux-tu nous montrer et nous expliquer ce que tu fais » osa ajouter Michael. « Oh oui, nous aimerions comprendre, » renchérit Jane. « Un jour je le ferai, » promit vaguement le docteur Brouwer. Puis, redressant sa chaise, il se leva d'un bond. « Je dois retourner travailler. À tout à l'heure. » Il sortit de la pièce. « Je n'arrive pas à croire que cette plante m'ait agrippé, » continua Michael d'un ton songeur. « Je vais faire des cauchemars cette nuit. »« Ne pense pas au sous-sol, oublie-le, » dit Jane. Elle ne trouvait pas ce conseil très judicieux, mais que pouvait-elle dire d'autre? Elle monta dans sa chambre en pensant à sa mère qui lui manquait déjà. Jane non plus ne pouvait chasser de son esprit le sous-sol et ses vrilles angoissantes. En frissonnant, elle prit un livre et se jeta sur son lit. Mais elle était incapable de se concentrer. Les plantes, leurs plaintes et leurs gémissements lui revenaient constamment en mémoire. « Nous n'avons pas été punis au moins, » se consola-t-elle, « et papa ne nous a pas crié dessus. En plus, il a juré de nous expliquer ce qu'il fait. » Ses pensées la réconfortèrent. Elle passa une bonne nuit. Mais le lendemain matin, quand elle descendit très tôt pour préparer le petit déjeuner, elle constata avec surprise que son père était déjà au travail. La porte du sous-sol était fermée. Un verrou avait été posé. Le samedi suivant, Jane parlait au téléphone avec sa mère. « Je suis vraiment navrée pour tante Hélène, » déclara-t-elle en tortillant le fil blanc de l'appareil autour de son poignet. « L'opération ne s'est pas déroulée aussi bien que prévu, » confia Madame Brouwer avec lassitude. « Les médecins disent qu'elle devra peut-être en subir une autre, mais il faut d'abord qu'elle reprenne des forces. » Sa mère l'appelait probablement de l'hôpital. Jane reconnut le brouhaha du hall de réception. « Alors tu ne vas pas rentrer ?» en conclut tristement Jane. « Ne me dis pas que je te manque déjà, » dit Madame Brouwer malicieusement. « Ben, oui, » admit Jane. « Comment va ton père? Je l'ai appelé hier soir, il n'était pas très bavard. »« C'est à peine s'il nous adresse la parole. »« Il travaille beaucoup. Il ne sort jamais de son sous-sol, » se plaignit Jane. Sa voix trahissait plus d'amertume qu'elle n'aurait souhaité. « Ton père attache une grande importance à ses expériences. »« Plus d'importance qu'à nous ?» Elle se détestait dans des moments pareils. Elle regretta d'avoir commencé à se plaindre de lassitude de son père. Sa mère avait suffisamment de soucis comme ça, mais c'était plus fort qu'elle.
Il a beaucoup de choses à prouver, à lui-même et aux autres. Il veut à tout prix montrer à M. Martinez et aux dirigeants de l'université qu'ils ont eu tort de le licencier. On le voyait plus avant, quand il ne travaillait pas à la maison, répondit Jane. Madame Brouwer s'impatientait. Essaie de comprendre ce que je te dis, enfin. Excuse-moi, s'exclama Jane. C'est drôle, il n'enlève plus jamais sa casquette, fit-elle, espérant détendre l'atmosphère. Qui? Michael? Non, papa, il porte une casquette de baseball nuit et jour. Vraiment? Jane éclata de rire. On a beau lui dire qu'il a l'air idiot, ça ne change rien. Oh là, on m'appelle, l'interrompit madame Brouwer. Je dois y aller, sois sage, j'essaierai de rappeler plus tard. Elle raccrocha. Jane fixa le plafond où dansaient les ombres des arbres du jardin. Pauvre maman, elle est déjà si inquiète pour sa sœur, et moi je lui parle de papa. Elle se redressa, écoutant le silence. Michael était chez un ami. Son père travaillait au sous-sol. Il avait sans aucun doute pris soin de fermer la porte à clé. Si j'appelais Diana, pensa-t-elle. Non, je vais d'abord déjeuner. Je lui téléphonerai après. Elle se coiffa puis se dirigea rapidement vers la cuisine. À sa grande surprise, son père s'y trouvait. Il était debout, devant l'évier. Mais que faisait-il? Curieuse, Jane s'appuya contre le mur, l'observant en silence depuis la porte. Le docteur Brouwer semblait manger quelque chose. Il plongeait sa main droite dans un sac et en retirait une substance qu'il dévorait aussitôt. Jane l'entendait mâcher bruyamment. Puis, il replongeait de nouveau sa main dans le sac pour en retirer une nouvelle poignée. Qu'est-ce qu'il mange? Il dit n'avoir jamais d'appétit, mais en fait ce n'est pas vrai, il a l'air affamé. Au bout d'un long moment, le docteur Brouwer froissa le sac et le jeta dans la poubelle. Puis, il s'essuya les mains. Jane recula brusquement et marcha vers le salon de la pointe des pieds. Elle retint son souffle lorsque son père pénétra dans le hall d'entrée. La porte du sous-sol se referma derrière lui et il la verrouilla avec précaution. Soulagée, Jane sortit de la pièce. Il fallait à tout prix qu'elle aille dans la cuisine découvrir ce que son père avait mangé si voracement. Elle fouilla dans la poubelle et en retira le sac froissé. Elle eut la respiration coupée en lisant l'étiquette. Horreur! Son père avait avalé de l'engrais. La gorge serrée et la bouche sèche, Jane fixait l'emballage qu'elle avait laissé tomber par terre. Elle ne pouvait chasser l'horrible scène de son esprit. Comment son père pouvait-il manger de la boue? Comment pouvait-il dévorer cette substance infecte? On aurait dit qu'il aimait ça, que c'était vital. Ça fait peut-être partie de ses expériences, tenta-t-elle de se rassurer. Mais quel genre d'expérience? Le sac dégageait une odeur franchement désagréable. Jane inspira profondément et bloqua son souffle. Elle ne put s'empêcher d'imaginer le goût de ce produit nauséabond. Elle eut un haut au cœur. Retenant toujours sa respiration, elle saisit le sac, le froissa et le jeta dans la poubelle. Elle était sur le point de se retourner lorsqu'une main lui saisit l'épaule. Jane étouffa un cri et pivota sur ses talons. « Michael !»« Je suis rentré, » annonça-t-il en souriant. « Qu'est-ce qu'on mange pour le déjeuner ?» Jane lui prépara un sandwich au jambon. Ensuite, elle lui raconta ce qu'elle venait de voir, dans les moindres détails. Michael éclata de rire. « Ce n'est pas marrant, dit-elle, de mauvaise humeur. Papa mangeait de l'engrais et... » Michael rit de nouveau. « Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Notre père est malade. Quelque chose de trop marrant chez lui. Il a beaucoup changé ces derniers temps. Tu ne t'es donc aperçu de rien? Il passe encore plus de temps au sous-sol. »« C'est parce que maman est partie, » l'interrompit Michael. « Il est si taciturne et si froid avec nous, » poursuivit Jane en ne relevant pas la remarque de son frère. « Il avait l'habitude de plaisanter, de nous faire reciter nos devoirs. Il ne parle presque plus. Jamais il ne m'appelle princesse, ni bouboule comme avant. Il... » « Tu as toujours détesté ses surnoms, » gloussa Michael. « Je sais, » rétorqua Jane de mauvaise humeur. « Ce n'est qu'un exemple. »« Alors qu'est-ce que tu veux dire? Que papa est un arbre? Qu'il est devenu complètement dingue? »« Je ne sais pas, » bafouilla Jane. En le voyant avaler cette boue dégoûtante, j'ai eu la terrible impression qu'il allait se transformer en plante. Michael se leva d'un bond, renversant sa chaise. Il se mit à tituber dans la cuisine comme un zombie. Ses yeux étaient fermés, ses bras tendus devant lui. « Je suis l'incroyable homme-plante, » prononça-t-il d'un ton solennel. « Arrête, tu n'es pas drôle. »« L'homme-plante tue, » continua Michael en se précipitant sur sa sœur. « Arrête » hurla-t-elle. « D'accord, d'accord, » fit Michael en reculant. « Mais à une condition. »« Laquelle » demanda Jane, intriguée. « Que tu me prépares un autre sandwich. » Le lundi suivant, après l'école, Jane et Michael décidèrent de jouer au frisbee. Diane était avec eux. Il faisait chaud. Le ciel était parsemé de petits nuages blancs et floconneux.
Diane lança le disque si haut qu'il passa au-dessus de la tête de Michael et atterrit dans la rangée de citronniers derrière l'entrée du garage. En courant pour le récupérer, Michael trébucha sur un robinet qui dépassait à peine d'1 centimètre de la pelouse. Voilà ce que c'est que d'avoir comme père un scientifique cinglé, plaisanta Diane. On n'est pas forcément cinglé parce qu'on fait des expériences, s'indigna Jane. Ou plutôt un père étrange. Oui, c'est bien le mot. Étrange, continua Diane, sérieuse. J'ai fait un sale cauchemar la nuit dernière à propos de vos affreuses plantes. Elles pleuraient et essayaient de me toucher. Désolé, sincèrement désolé. Moi aussi j'ai mal dormi cette nuit, exagéra quelque peu Jane. Mon père parlait du tien hier soir, poursuivit Diane en envoyant le frisbee à Michael. Tu lui as dit que nous étions descendus au sous-sol ? S'inquiéta Jane. Non, je te le jure. Mon père prétend qu'il a été congédié de l'université parce que ses recherches ont dérapé. Il ne pouvait plus les contrôler. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Le frisbee doit être derrière la haie, lança Jane à Michael, qu'elle voulait éloigner de la conversation. Il paraît que le directeur lui a demandé d'abandonner ses essais et que ton père a refusé. Jane n'était au courant de rien. Cette histoire la chagrinait beaucoup, mais elle savait que tout ça était probablement vrai. Quelque chose de grave s'est produit dans son laboratoire, ajouta Diane. Quelqu'un a été sérieusement blessé ou tué. Ce n'est pas vrai, protesta Jane. Nous l'aurions su. Probablement, dut admettre Diane. Une chose est sûre, ton père ne voulait pas mettre fin à ses travaux. Ce n'est pas une raison pour le traiter de cinglé, se rebella Jane. Elle ressentit soudain le besoin de le défendre sans trop comprendre pourquoi. Je te dis seulement ce que j'ai entendu, pas besoin de me parler sur ce ton. C'est l'heure de rentrer, décida brusquement Jane, interrompant ainsi cette désagréable conversation. Tu viens, Michael ? Je t'appelle ce soir, dit-elle à Diane en lui faisant un petit signe de la main. Jane et Michael furent surpris de voir leur père, debout, près du perron, en train d'examiner les roses trémières. « Et pas, attrape !» fit Michael en lançant le frisbee. Manquant de réflexe, le docteur Brouwer se retourna trop lentement. Le frisbee heurta sa casquette et la fit tomber. « Non !» cria-t-il en se couvrant la tête des mains. Mais c'était trop tard. Jane et Michael eurent le temps d'apercevoir le crâne de leur père. Son crâne vert. Il avait perdu tous ses cheveux. À leur place, poussaient des feuilles d'un vert vif et éclatant. « Ce n'est rien, les enfants !» tenta de les rassurer le docteur Brouwer. Il se pencha, ramassa sa casquette et la remit sur sa tête. Un corbeau passa tout près, croissant avec force. Jane le suivit des yeux. Cette pensée ne pouvait se détacher de l'épouvantable vision. Son cuir chevelu se mit à la démanger lorsqu'elle imagina son propre crâne envahi par d'affreuses feuilles. « Ce n'est rien, vraiment, » répéta le docteur en s'approchant de ses enfants. « Mais, papa, ta tête ?» Il était soudain devenu très pâle. Jane avala sa salive à plusieurs reprises, s'efforçant de réprimer une nausée. « Venez ici tous les deux, » dit doucement leur père en les enlaçant. « Asseyons-nous là-bas et bavardons un peu. J'ai parlé avec votre mère au téléphone et elle m'a dit que vous vous posiez des questions sur mon travail. »« Ta tête, elle est toute verte ?» répéta Michael. « Je sais, c'est pour ça que je porte une casquette. Je ne voulais pas vous inquiéter. » Il les entraîna à l'ombre de la haie qui longeait le garage et s'assit sur l'herbe. « Je suppose que vous me trouvez bizarre ?» fit-il en regardant sa fille. Gênée, elle détourna aussitôt les yeux. « Tu es bien silencieuse, Jane, » continua-t-il en lui serrant tendrement la main. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Jane soupira. Puis, n'y tenant plus, elle s'écria. « Allez, dis-nous la vérité. Pourquoi tu as ces feuilles sous la tête ?»« C'est un effet secondaire, » lui expliqua son père sans desserrer son étreinte. « C'est passager, elles tomberont bientôt et mes cheveux repousseront. »« Mais comment ça t'est arrivé ?» lança Michael en fixant la casquette de son père d'où dépassaient quelques feuilles. « Je pense que vous vous sentiriez rassuré si je vous expliquais ce que j'essaie de faire au sous-sol. J'ai été tellement absorbé par mes expériences que je n'ai pas pris le temps de bavarder avec vous. »« As-tu découvert une nouvelle sorte de plante ?» demanda Michael en s'asseyant en tailleur. « Non, je tente d'en créer une. Avez-vous déjà entendu parler de l'ADN à l'école ?» Les enfants firent non de la tête. « Eh bien, c'est assez compliqué. Laissez-moi vous expliquer ça en termes simples. Prenons une personne qui a un quotient intellectuel très élevé. Un vrai génie. »« Quelqu'un comme moi, » l'interrompit Michael. « Comme toi, » confirma le docteur en plaisantant. « Supposons que nous sommes en mesure d'isoler la molécule, le gène, qui donne une telle intelligence et que nous pouvons la transmettre à d'autres cerveaux. Ainsi, cette intelligence pourrait être transmise de génération en génération. La majorité des gens auraient un quotient intellectuel très élevé. Vous me suivez ?» Il regarda d'abord Michael, puis Jane. « Oui, je crois, » intervint celle-ci. « On prend ce qu'il y a de meilleur chez une personne, puis on le donne à d'autres.
qui le transmettent à leurs enfants, et ainsi de suite. Très bien, dit en souriant pour la première fois depuis bien longtemps le docteur Brouwer. C'est ce que plusieurs botanistes font avec les plantes. Ils essaient de créer une nouvelle plante qui donnera 5 fois plus de fruits, de grains et de légumes. Et c'est ce que tu fais demanda Michael. Je fais quelque chose de bien plus passionnant, mais je ne veux pas rentrer dans les détails maintenant. Sachez seulement que j'essaie de mettre au point une plante qui n'a jamais existé et ne pourrait exister sans mon intervention. Une plante qui serait en partie animale. Jane et Michael ne pouvaient cacher leur fascination. Tu veux dire que tu prends les cellules d'un animal pour les mettre dans une plante poursuivit Jane. Son père acquiesça. Je ne peux pas en dire davantage, cela doit rester secret, confia-t-il en guettant les réactions de ses enfants. Comment passes-tu les cellules d'un animal dans une plante continua Jane qui semblait ne pas avoir entendu la remarque de son père. En les décomposant avec mes appareils électroniques. J'ai 2 cabines de verre reliées par un générateur très puissant. Vous les avez peut-être vues lorsque vous êtes descendu au sous-sol. Oui, grimaça Michael. Elles ressemblent même à des cabines téléphoniques. L'une émet, l'autre reçoit, expliqua le docteur. J'essaie d'envoyer la bonne quantité d'ADN d'une cabine à l'autre, ce qui est extrêmement difficile. Et tu as réussi s'empressa Jane. J'y suis presque arrivé. Pendant un bref instant, un sourire de satisfaction illumina le visage du docteur. Je dois y aller, fit-il soudain, replongeant dans ses pensées. À tout à l'heure. Papa, cria Jane, ta tête, les feuilles, tu ne nous as pas expliqué d'où ça vient? Il n'y a rien à expliquer, je vous ai déjà dit que c'était un effet secondaire, dit-il sèchement, réajustant sa casquette. Il se releva brusquement et partit à grande enjambée vers la maison. Michael était satisfait de cette conversation. Jane, elle, l'était moins. Elle était préoccupée par ce qu'avait dit leur père, mais surtout par ce qu'il n'avait pas dit. Elle rentra, monta dans sa chambre et se coucha sur son lit pour réfléchir. En fait, leur père avait éludé la principale question. Pourquoi des feuilles lui poussaient sur le crâne? « ce n'est qu'un effet secondaire » n'expliquait rien. Un effet secondaire de quoi? Qu'est-ce qui a fait tomber ses cheveux et qu'en repousseront-ils? Que pouvait-on ressentir avec des feuilles vertes qui poussent dans la peau et qui se dressent sur votre tête? À cette idée, Jane eut de nouveau la nausée. Brrr, dégoûtant. Elle avait l'impression que tout son corps la démangeait. Elle savait qu'elle ferait des cauchemars cette nuit. On aurait dû lui poser plein d'autres questions. On ne sait toujours pas pourquoi les plantes gémissent en bas, pourquoi certaines semblent respirer, pourquoi d'autres ont agrippé Michael. Et d'abord, quel animal utilise-t-il pour faire ses expériences? J'aurais surtout aimé lui demander pourquoi il dévorait cet engrais. Seulement ça, je ne le saurais jamais. Comment lui avouer que je l'ai épié l'autre midi? Toutes ces pensées tourbillonnaient dans son esprit et la rendaient folle d'angoisse. Dans la soirée, Jane dîna avec son frère. Puis, elle parla au téléphone avec Diane et fit ses devoirs. Elle regarda un peu la télé et alla se coucher. Mais elle ne pouvait pas dormir. Elle se trouvait dans un état d'agitation extrême. Soudain, elle entendit le pas feutré de son père dans l'escalier. Il allait passer devant sa chambre et entrer dans la salle de bain. « Il faut que je lui demande », se décida-t-elle. Elle jeta un coup d'œil à son réveil et constata avec étonnement qu'il était 2h30 du matin. « Je dois en avoir le cœur net. Savoir. Sinon, je vais devenir dingue. Il doit y avoir une explication logique, » se dit-elle en se levant. Jane s'avança dans le couloir. De la lumière s'échappait de la salle de bain par la porte entr'ouverte. L'eau coulait. Son père toussa puis régla le débit du robinet. Elle s'avança. Le docteur Brouwer était penché au-dessus du lavabo, torse nu. Sa chemise et sa casquette étaient par terre. La verdure qui lui recouvrait la tête brillait intensément sous la lumière. Jane retint sa respiration. Les feuilles étaient si vertes, si épaisses. Il n'avait pas remarqué la présence de sa fille, concentrant toute son attention sur le bandage de sa main. À l'aide de petits ciseaux, il coupait le pansement pour le retirer. « Il saigne toujours », constata Jane, retenant sa respiration. Elle le regardait laver sa blessure. « Mais qu'est-ce qui coule de la plaie? C'est quoi, ce liquide vert ?» Jane eut le souffle coupé. Elle fit demi-tour. Le plancher craqua sous ses pas. « Qui est là ?» sursauta le docteur Brouwer. « Jane? Michael ?» Il passa la tête par la porte au moment où Jane disparut dans sa chambre. « Il m'a vu, se dit-elle en sautant dans son lit. Il m'a vu et il me poursuit. » Jane remonta les couvertures sous son menton. Elle tremblait de peur et de froid. Elle ne respirait plus et écoutait. L'eau coulait toujours dans la salle de bain. Cependant, il n'y avait aucun bruit de pas. « Il ne me poursuit pas, se dit-elle en poussant un profond soupir de soulagement. C'est terrible, je commence à avoir peur de mon propre père. Si seulement maman était là. Sans réfléchir, elle s'empara du téléphone.
Elle allait appeler sa mère, la réveiller, lui dire de rentrer à la maison le plus vite possible. Il fallait qu'elle sache qu'il se passait des choses étranges, que leur père était en train de changer. Le réveil indiquait 2h43. Non, elle ne pouvait pas faire ça. Sa mère avait déjà bien assez de soucis. Il ne faut pas l'effrayer, et puis comment lui dire que je crains mon père? Elle me dira de me calmer, que papa nous aime toujours, qu'il ne nous ferait jamais de mal, qu'il est seulement accaparé par son travail. Accaparé. Des feuilles lui poussent sous la tête, il mange du fertilisant et son sang est devenu vert. Accaparé. Jane entendit son père fermer le robinet, éteindre la lumière de la salle de bain, puis marcher à pas feutrés jusqu'à sa chambre, au bout du couloir. Elle se détendit un peu, ferma les yeux et se mit à compter les moutons. Sans succès, à 375, elle s'assit dans son lit. Elle décida alors de descendre prendre une boisson fraîche dans la cuisine. Le compresseur du réfrigérateur se mit en marche bruyamment, la faisant sursauter. Elle ouvrit la porte et s'empara d'un litre de jus d'orange. Soudain, une main agrippa son épaule. « Ah !» hurla-t-elle en laissant tomber la bouteille. Elle recula brutalement, mais trop tard. Ses jambes étaient trempées. « Michael, tu m'as fait peur. Pourquoi es-tu debout à cette heure-ci ?»« Et toi ?» Il était à moitié endormi et ses cheveux étaient tout emmêlés. « Je n'arrivais pas à m'endormir. Tu veux bien m'aider à éponger ?»« C'est pas moi qui l'ai renversé. Éponge toi-même. »« T'es vraiment pas sympa. C'est de ta faute si c'est mouillé. » Elle prit une serpillière et se mit à nettoyer. « Je pense à toutes sortes de choses, dit Michael, et ça m'empêche de dormir. »« Moi aussi, » avoua Jane en fronçant les sourcils. Elle voulut ajouter quelque chose, mais un bruit la stoppa net. C'était comme une sorte de gémissement mélancolique. « Qu'est-ce que c'était » demanda Michael avec effroi. « Ça vient sûrement du sous-sol. »« Tu crois que c'est une des plantes de papa » murmura Michael. Jane ne répondit pas. Elle était à genoux, immobile, tendant l'oreille. Une nouvelle plainte se fit entendre, plus douce, mais aussi plus triste. « Je crois que papa ne nous dit pas la vérité, » dit Jane, se décidant enfin à parler. « Moi je ne pense pas qu'un plant de tomate puisse gémir de la sorte, » ajouta Michael. Jane se releva, referma le réfrigérateur. La cuisine fut plongée dans l'obscurité. Saisissant Michael par l'épaule, elle l'accompagna dans le hall d'entrée. Les deux enfants s'arrêtèrent devant la porte du sous-sol et tendirent l'oreille. Michael tenta même de l'ouvrir, en vain. Elle était verrouillée. Un autre gémissement sembla provenir de plus près. Encore. « On dirait une voix humaine, » chuchota Michael. Jane frissonna. « Que se passe-t-il en bas » dit-elle excédée. Fatigués et inquiets, ils se séparèrent. Dans son lit, Jane se rendit compte qu'elle n'avait même pas bu et qu'elle avait toujours aussi soif. Malgré cela, elle sombra dans un sommeil lourd. À 7h30, son réveil sonna. Elle avait oublié que le mercredi, elle n'avait pas classe. Elle tenta de se rendormir, mais la peur l'envahissait de nouveau. Elle décida de parler à son père en tête-à-tête. Elle lui poserait toutes les questions qui continuaient de l'obséder. Si je ne le fais pas tout de suite, il va disparaître dans son sous-sol, et moi, je passerai la journée à me faire du mauvais sang. Elle enfila son peignoir et sortit. Arrivée devant la chambre de ses parents, elle appela le docteur Brouwer. Il ne semblait pas être là. Elle pénétra prudemment dans la pièce. L'air était lourd, et une odeur étrange, aigre, y flottait. Les rideaux étaient tirés, les draps étaient froissés et rejetés au pied du lit. « Encore raté !» reconnut-elle tristement. « Il est probablement déjà en train de travailler dans son sous-sol. »« Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?» Jane alluma la lampe de chevet et découvrit, horrifiée, que le lit était recouvert d'une épaisse couche de terre noire et humide. « Oh non !» s'écria-t-elle en portant ses mains à son visage. « En plus, la terre bouge. C'est impossible. Impossible !» Elle se pencha. Des milliers d'insectes et de longs vers de terre brun grouillaient dans le terreau.